crainte des électeurs de gauche. Merci, vous allez bien? Merci pour l'invitation. Effectivement, s'il y a un an, on nous avait dit, on ne l'aurait pas cru. Et on termine là, je crois, un cycle d'élections européennes, municipales, régionales, départementales, présidentielles, législatives, qui, à vrai dire, qui nous laissent un peu groggy. Et heureusement qu'il y a eu ce sursaut de 13 jours, 13 nuits pour arriver à mettre sur pied la nouvelle Union populaire écologique et sociale. C'est le point d'appui sur lequel on doit cranter pour les prochaines années. Et moi, je peux comprendre que dans la population, on soit encore un peu incertain. Et à vrai dire, et Mathilde l'a dit, l'a bien dit, pour les commentateurs et les commentatrices, et c'est souvent des commentateurs, il y avait surtout l'attente que ça trébuche. Et donc, quand on se croisait sans se dire bonjour parce qu'on n'avait pas le temps, ah, ça y est, la NUPES était morte. Ou quand on avait le malheur de voter séparément, différemment, ah, la NUPES était morte. Mais je crois qu'ils confondent leurs souhaits et la réalité. Le bilan aujourd'hui, après 3 mois après les législatives, moi j'en suis très heureux. Pour les écologistes, c'est le retour à l'Assemblée. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Le plus grand groupe de l'histoire de l'écologie politique à l'Assemblée. Une NUPES solide, on l'a démontré. Et même sous la mitraille, quand on se fait salement insulté par le ministre garde des Sceaux, qui devra en garder un petit peu, puisqu'il est mis en examen et devra faire face à son procès. Et l'absence de majorité automatique. Alors oui, effectivement, ils peuvent compter sur la droite, mais il n'y a pas de majorité automatique. Et ces 3 points d'appui, le groupe écologiste, ou plus exactement chaque groupe de nos forces, la NUPES solide et l'absence de majorité redonnent du jeu. Redonnent du jeu. Il y a de grandes menaces en face. D'abord, et ça a été aussi évoqué évidemment, les fachos qui ont fait une entrée en force, c'est une menace. Vraiment, je crois qu'on doit absolument l'intégrer. S'il progresse de 4 millions de voix à chaque fois, à chaque élection, ils sont aux portes du pouvoir. C'est minuit moins 1. Et je crois qu'on doit mesurer le danger que ça représente. Et la lourde responsabilité d'Emmanuel Macron et d'LREM, qui non seulement l'ont banalisé, non seulement l'institutionnalisent, c'est eux qui ont voté pour qu'ils aient des vice-présidences à l'Assemblée nationale, mais qui leur permettent également aujourd'hui de se notabiliser. Donc on a vraiment banalisation, institutionnalisation, notabilisation, les ingrédients dangereux. Vraiment, je voudrais qu'on mesure à quel point c'est une menace pour notre République, nos droits, la dignité, sans même parler du climat évidemment, que représente cette entrée en force et cette banalisation de l'extrême droite dans nos institutions. Et puis il y a le défaut d'anticipation du gouvernement. Ils ont choisi de ne pas choisir. On a alerté pendant toute la campagne sur les législatives sur la sécheresse, les risques de canicule, le fait que l'eau à Poitiers, la rivière, on pouvait la traverser à pied. Et ils ont rien fait. Ils ont choisi de rien faire. Et donc au final, vous aviez des milliers d'habitants et d'habitantes dans pas mal de villages qui n'avaient plus d'eau potable, pendant qu'on continuait d'arroser des greens de golf pour le confort de quelques-uns. Refuser de choisir, c'est laisser les rentes. Voilà. Et nous disons, et nous devons dire, dans les mois et les années qui viennent, il faut choisir. Il faut choisir de mettre la santé, le bien-être, la protection de l'environnement, l'émancipation, les protections sociales, au-dessus de la liberté d'entreprendre et des profits de quelques-uns. C'est la clé, la métamorphose dont tout doit découler pour construire ce projet d'avenir. Entre le champagne pour quelques-uns dans les jets privés et l'eau potable pour tous, il faut choisir. Et donc on a ces points d'appui, les 4 groupes, les mobilisations syndicales, on a entendu évidemment Martinez, les mobilisations syndicales qu'il faut soutenir, et puis les réalisations, parce qu'on le dit peu, mais on est souvent aussi aux manettes ensemble dans des municipalités, et ce que le gouvernement ne fait pas, par exemple sur la transition écologique, bien souvent, socialistes, communistes, insoumis, écologistes, le font dans les municipalités, essayent de le faire à la hauteur de leurs moyens. Et donc c'est ces points d'appui, les groupes à l'Assemblée, le travail dans les mairies et les mobilisations dans les luttes, que nous devons intégrer pour cranter, pour qu'on ne soit plus seulement une force unie certes, mais d'opposition, mais bien demain la force unie qui propose l'alternative. Je voudrais qu'on puisse repartir en levant la tête et commencer à
casser cette résignation. Parce que dans les personnes qui se disent peut-être la NUPES ne suivra pas, je crois qu'il y a une résignation. On a enfoncé, mis un coup d'épaule dans cette résignation avec cette constitution d'une coalition. Cette coalition qui est plus forte quand chaque force est plus forte. Eh bien, continuons sur ce chemin, relevons la tête, un espoir est né, le temps des jours heureux est possible si tu veux bien que je dise. Et poursuivons le chemin, poursuivons le chemin. Merci Julien Bayou. Alors, on s'en sert pour parler d'écologie dite punitive. Est-ce que c'est pas là aussi l'enjeu politique du moment, convaincre de l'imbrication entre justice climatique et justice sociale? Est-ce que c'est un combat encore à mener ou vous estimez qu'il y a déjà de nombreux points marqués de ce point de vue? Non, merci beaucoup. C'est une question importante. Et je dois dire en écoutant Fabien, je préfère tes discours à tes interviews. Non, pourquoi je dis ça? Parce que c'était très juste ce qu'il disait. Et que je pense qu'on peut développer un discours sur le travail sans emprunter les mots de l'adversaire. Et je suis en plein accord avec tout ce que tu as dit, à ceci près que pour nous, écologistes, on doit aussi quelque part se libérer du travail quand il est contraint, quand il est subi, et quand la réduction du temps de travail permet aussi de développer les loisirs. Mais comme tu avais peu le temps, tu ne l'as pas dit, mais je sais que tu es aussi sur ces aspects. Bon. L'écologie punitive, c'est le terme de l'adversaire. C'est le terme de l'adversaire. C'est le terme du déni, c'est le terme qui permet de ralentir l'action. Et vous avez cité la droite, effectivement, mais c'est aussi le terme qu'aimait à employer Ségolène Royal quand elle ne voulait pas agir. Et je trouve vraiment que c'est symptomatique d'utiliser comme ça ces termes-là de l'adversaire pour ne pas agir ou pour masquer votre propre inaction et donc votre responsabilité. Parce que quand on parle de dépendance à la voiture, est-ce que c'est de la faute des écologistes si si les différents gouvernements ont saboté les petites lignes, privilégié le TGV, voire même encouragé, sabordé le fret ferroviaire et privilégier l'avion sur le train? Ça n'est pas de la faute des écologistes, c'est la faute de l'inaction. Et aujourd'hui, la punition, c'est l'inaction écologique. Est-ce que c'est de la faute des écologistes? Je parlais de la sécheresse et du manque d'eau. Si on a tout donné le cycle de l'eau au privé et favorisé les agriculteurs les plus intensifs en eau, au risque de l'accaparement de l'eau. Au contraire, les écologistes, mais aussi les socialistes et d'autres, évidemment, travaillent à la régie publique de l'eau. Je sais que c'est aussi une solution portée par les insoumis et les communistes qui permet non seulement d'offrir les premiers mètres cubes d'eau, une tarification sociale, parce qu'on a besoin de l'eau, ressource essentielle, mais aussi de lutter contre les immenses gaspillages. Évidemment, Mathilde Panot en a parlé, 1 litre sur 5 dans le pays est gaspillé, et c'est encore pire en Outre-mer. L'inaction, c'est l'inaction écologique qui est punitive. Je pourrais développer à loisir l'obésité, maladie de pauvres, maladie politique. Ça fait 10 ans qu'on attend la mise en place du Nutri-Score. C'est un petit truc, vous connaissez ABCDE. Vert, c'est pas trop mal, et E, c'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'on attend pour interdire ce qui n'est pas bon? Plutôt que de faire peser sur le consommateur, et souvent la consommatrice, la charge mentale de devoir vérifier si c'est bon ou pas pour les gamins. Moins de sucre, moins de gras, on interdit et boum, voilà. La rénovation thermique. Le fait de pouvoir en été avoir moins chaud et en hiver ne pas chauffer les pigeons. Et pouvoir bénéficier d'un 13e mois, une économie très concrète sur les factures. Pouvoir dire merde à Poutine et à son gaz. Créer de l'emploi, un emploi tous les 10 logements rénovés. Sauver le climat, améliorer la santé. Un gamin qui prend froid et qui multiplie les otites à répétition, c'est un gamin qui risque des retards d'apprentissage dans la lecture qu'on ne sait pas rattraper. C'est ça la réalité des passoires énergétiques. La CGT le demande, la CFDT le demande, la CPME le demande, la Fédération française du bâtiment le demande, la Convention citoyenne pour le climat le demande, la NUPES le demande évidemment. Qu'est-ce qu'on attend pour faire cette année rénovation thermique qui créera ces emplois locaux, non délocalisables et qui nous redonnera une vraie indépendance énergétique? Elle est là. La punition, c'est l'inaction des différents gouvernements. Et donc je termine sur un point parce que Olivier a abordé la question du consentement à l'impôt.
finalement le fait que quand on paye des impôts, il y a deux conditions pour qu'on accepte de payer des impôts. Et l'impôt, c'est évidemment la base de toute société. Un, où est-ce que ça va? Quand même avoir la garantie que quand j'amène un enfant à l'école, il y a quelqu'un pour l'accueillir, par exemple. Et deux, la certitude que mon voisin, même fortuné, paye et contribue selon sa juste part. Et là-dessus, le consentement à l'impôt a été battu en brèche par les cadeaux faits aux plus riches par Emmanuel Macron. Et dans les Gilets jaunes, il y avait des personnes qui vous disaient « Ok, 5 centimes, si tu me garantis que ça va à un fonds pour améliorer la qualité de l'air pour mes gamins, je cotise. Mais je sais très bien que c'est fait pour éponger les cadeaux faits aux plus riches. » Et c'est ça qui rendait la position insupportable. Eh bien, il y a le même consentement à la transition écologique. Les efforts doivent être partagés. On est tous et toutes terriens sous la contrainte. On a tous et toutes subi dans nos chairs la canicule et pleuré peut-être devant les flammes à Landiras, dans les Monts d'Arrée ou à Brocéliande. L'ensemble de la population est sous contrainte vis-à-vis du dérèglement climatique, multiplie les efforts sur les transports, sur l'alimentation, sur l'économie circulaire. On ne peut pas en exonérer les plus riches et c'est pour ça qu'ils doivent contribuer à leur juste part. Et leur juste part, elle est très, très, très élevée. Voilà la réalité. Un autre cap, mais dans cette mobilisation, comment respecter le rôle de chacun et comment articuler mouvement social, mouvement politique? Oui, merci, c'est une question importante. Déjà, je voudrais qu'on ne se trompe pas. Ils sont sous la pression en face. Parce que j'ai parlé des points d'appui de nos groupes respectifs, de cette coalition qui fonctionne. On peut se chamailler, mais rassurez-vous, dans l'hémicycle, on est ensemble. On peut se chicaner, tout au plus. Les groupes, la coalition et l'absence de majorité fait que c'est eux qui abordent la rentrée avec inquiétude. Et d'ailleurs, ils l'ont reporté. Donc, évidemment, ensemble à l'Assemblée, ça va sans dire, mais je crois que personne n'imagine autrement. Évidemment. Et personne ne pense que c'est... Tout le monde pense, j'imagine ici, que c'est nécessaire, et personne n'imagine que c'est suffisant. Deuxième point, évidemment, la mobilisation des syndicats. Notre rôle, c'est d'être en appui. On est derrière, jamais loin derrière, et à l'Assemblée pour traduire en revendications. Moi, c'est comme ça que je perçois, évidemment, le rôle des organisations politiques. On ne prétend pas organiser les salariés, même si j'ai pu être délégué du personnel dans une autre vie, et les syndicats organisent la mobilisation. À nous, ensuite, de pouvoir construire et traduire ces revendications en propositions à l'Assemblée. Là encore, on a des points d'appui immenses. Le temps des organisations syndicales dans leur silo est révolu. Moi, je voudrais saluer le travail, par exemple, de la CFDT autour du pacte de pouvoir de vivre, pouvoir travailler avec le réseau Action Climat, avec la Fondation Abbé Pierre qui est là. Je vous invite à aller visiter leur bus et d'autres. C'est une manière vraiment d'appréhender la globalité du monde. Et de la même manière, la CGT, en travaillant avec Attac, avec Oxfam et avec d'autres, autour de Plus Jamais Ça, c'est des points d'appui pour construire des mobilisations beaucoup, beaucoup plus puissantes que ce qu'on a pu voir par le passé. Nécessaire et toujours pas suffisant. En vrai, et parce que je vois Extinction Rébellion là, donc on peut parler un peu de désobéissance civile, il n'y a aucune victoire collective, aucun acquis social, acquis féministe ou acquis écolo, qui a été acquis uniquement par la présence dans les institutions ou uniquement par la mobilisation dans la rue. C'est à chaque fois un continuum. C'est la diversité des tactiques dont parle Extinction Rébellion. Pour obtenir les avancées du Front populaire, il faut la victoire dans les urnes, il faut aussi la mobilisation qui à l'époque était illégale, l'occupation des usines, c'est-à-dire de la désobéissance collective. Non violente, en dernier recours, assumée et désintéressée, mais c'est la désobéissance civile, évidemment. Et de la même manière, pour le droit de vote des femmes, il faut la mobilisation des suffragettes, et elles n'y allaient pas avec le dos de la cuillère. Il faut l'immense basculement de l'opinion publique dans les années de guerre, pour mesurer à quel point les femmes avaient contribué à l'effort de guerre. Et pour autant, l'ordonnance de 44, dans l'institution, l'ordonnance de 44 ne prévoyait pas l'élection et l'éligibilité des femmes. C'est un simple amendement, Fernand Grenier qui le dépose. Vous voyez le continuum entre la désobéissance civile, communiste, évidemment, je te laissais le dire, Fernand Grenier, qui précise un tout petit amendement, les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. C'est un basculement majeur. Et pour autant, c'était un amendement.
qui faisait suite à une mobilisation incroyable, et y compris de la désobéissance civile des suffragettes, évidemment. Vous voyez, donc c'est ce continuum de l'action individuelle, et c'est évidemment pareil pour le climat. Moins manger de viande, ou mieux manger de viande. L'action collective, la désobéissance civile, et l'action dans les institutions. Et c'est cette condition à soutenir, à ces conditions, que nous pourrons l'emporter. Vraiment, considérer que c'est eux qui sont sous la pression, parce que nous, on est en pleine forme. On compte sur vous. Bon, alors Julien Bayou. Merci. De votre côté, Julien Bayou, quel serait ce message? Pour l'emporter, il faut d'abord un adversaire passablement affaibli et disqualifié. Il faut une majorité culturelle. Il faut des conditions stratégiques. Et le plus compliqué, il faut l'espoir. Ça fait 4 points. Un adversaire passablement disqualifié, c'est Emmanuel Macron. Il ne gouverne pas que depuis 3 mois. Il ne gouverne pas que depuis 6 ans. Il était auparavant ministre de l'économie et encore auparavant secrétaire général adjoint de l'Élysée. Je ne vais pas vous faire le bilan sur les services publics. Je ne vais pas vous faire le bilan sur la justice sociale, vous le connaissez mieux que moi. Je vais même m'épargner de vous faire le bilan sur l'aspect écologique. Son propre Haut Conseil pour le climat considère qu'on accuse un retard coupable. Et il se sent employé depuis 2014 à fragiliser toutes les agences qui permettent ce qu'on appelle l'adaptation. Météo France, moins 20%. L'Office national des forêts, moins 25%. Le Conseil national de la propriété forestière, moins 20%. Comité du littoral, Agence de l'eau, Office français de la biodiversité. Toutes les agences qui permettent d'enrayer les effets ou d'atténuer les effets du dérèglement climatique sont fragilisées, comme les services publics dans ce pays. Ils sont disqualifiés sur l'ensemble des sujets, et même sur la sécurité. Et même sur la sécurité, parce que c'est finalement ceux qui en parlent le plus qui font le moins. C'est bien ce gouvernement, les précédents et ceux de Sarkozy, qui ont supprimé la police de proximité, réduit le nombre de fonctionnaires et diminué le temps de formation. Donc prenons pas de leçons sur la sécurité. En revanche, ils n'ont rien anticipé, ce qui fait qu'aujourd'hui, à gérer des crises, en fait, ça masque la profonde improvisation dans laquelle ils abordent l'ensemble des sujets. Et ça va de la guerre en Ukraine. C'était quand même ce président qui a trouvé intelligent de servir de paillasson à Vladimir Poutine à Versailles ou à Brégançon, jusqu'évidemment aux questions de dérèglement climatique, de rénovation thermique ou de justice sociale. Adversaire disqualifié. Je voudrais vraiment qu'on le mesure entre nous. Majorité culturelle, vous l'avez dit, 47%, moi je prends ça, au premier tour c'est bien comme score. Mais c'est également des taux d'adhésion extrêmement élevés sur la surtaxation des profits des pétrogaziers. On éclate les plafonds. En juillet, ils nous disaient que ce n'était pas raisonnable. En septembre, ils sont obligés de reconnaître que c'est une nécessité. Sur la rénovation thermique, c'est à l'avenant. Sur la lutte contre le dérèglement climatique, sur la protection de l'environnement, sur le rétablissement des services publics et même sur le droit de vote des étrangers, majorité culturelle, systématiquement à plus de 50, à plus de 60, à plus de 70%. Des points d'appui exceptionnels. Les conditions, je ne fais pas long, c'est la NUPES. Y aller séparément, on l'a vu, c'est y aller impuissant. Chérissons ce cadre. Je sais que c'est aussi au-delà du fait que les insoumis, les écologistes, les socialistes, les communistes, j'ai dit les 4, c'est bon, puissent se parler. C'est aussi un point d'appoint, une bannière commune pour les personnes qui se tiennent un peu éloignées des organisations et qui ont pour autant envie de cheminer avec nous. Les bienvenus, vous êtes les bienvenus. Ça, c'est la condition stratégique, l'espoir. Nous avons besoin de cranter des victoires. Nous avons besoin de cranter des victoires. Transformer cette force d'opposition en force qui matérialise cette alternative heureuse. Et pour moi, ça passe évidemment par les réalisations dans les villes, je l'ai dit, réalisations au niveau local, et bien sûr par les victoires, transformer ces majorités culturelles sur engager le dérèglement climatique ou lutter contre les surprofits de ces pétrogaziers, cette fiscalité accrue sur les plus riches, sur les plus pollueurs, pour que l'intégralité des recettes soit reversée aux personnes qui sont dépendantes et frappées de plein fouet par le dérèglement climatique et l'inaction écologique. Ces victoires, on doit aller les chercher en octobre. Et donc, en novembre, en décembre, projet de loi de finances à l'Assemblée et dans la rue. C'est vraiment immédiat, essentiel, c'est l'urgence sociale et écologique de maintenant, mais c'est aussi le chemin qui permet de paver les futures victoires de demain.
Merci. Merci. ensemble Julien à la Bayou. rentrée. Le temps file vite. Je me tourne vers vous, Olivier Faure. Quelle priorité pour redonner cet espoir et la confiance dans une victoire prochaine possible?